Merci Hakim et bonjour à toutes et tous. Merci de vous être connectés à ce webinaire de présentation de l'appel à manifestation d'intérêt pour les paiements pour services environnementaux. Donc au sommaire, on aura un propos introductif d'Hélène Michaud, la directrice en fait, du département du programme et des interventions au siège de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Dans une première partie, je vous présenterai le contexte de l'AMI, donc appel à manifestation d'intérêt, les objectifs de cet appel à manifestation d'intérêt, les cibles. Dans une deuxième partie, on fera le point sur des éléments plus techniques. Et en troisième partie, je vous présenterai le calendrier de l'AMI et les modalités de dépôt des dossiers de demande d'aide. Et on finira par un propos conclusif d'Hélène Michaud. Voilà, et donc on prendra vos questions que vous pouvez, comme l'a dit Hakim, vous pouvez les déposer dans le chat et on fera un point après chaque partie. Voilà, à toi Hélène. Bonjour à toutes et bonjour à tous également et merci effectivement d'être nombreux à ce webinaire, ce qui souligne votre intérêt pour notre nouvel appel à manifestation d'intérêt en faveur des paiements pour services environnementaux. Comme vous le savez, l'Agence de l'eau a engagé son 12e programme 2025-2030 en ce début d'année avec quatre grandes priorités que l'on renouvelle et réaffirme dans notre nouveau programme d'intervention, à savoir la reconquête du bon état et des milieux aquatiques, l'adaptation des territoires au changement climatique, la reconquête également de la biodiversité des milieux aquatiques et humides, et enfin la solidarité que notre bassin peut apporter aux zones rurales, notamment en faveur de leurs services en eau potable et assainissement. Ce sont les quatre grandes priorités de notre nouveau 12e programme et dans ce cadre, la transition agroécologique tient évidemment une place importante puisqu'elle permet de réduire les pollutions de l'eau, puisqu'elle permet également de préserver la biodiversité de ces milieux, de concourir également à la réduction des prélèvements agricoles, notamment en période d'étiage, et également de favoriser une meilleure rétention en eau dans les sols et de lutter contre l'assèchement des sols qui s'accroît avec le changement climatique. Donc c'est pour cela notamment qu'on a souhaité pouvoir renouveler l'expérimentation de l'Agence de l'eau en faveur des paiements pour services environnementaux. C'est une deuxième expérimentation au sens où nous souhaitons au niveau de l'Agence de l'eau pouvoir encore explorer, tester, consolider ce dispositif comme nous avons pu le faire déjà dans le cadre de notre 11e programme entre 2019 et 2024. On souhaite que ce dispositif reste le plus possible à la main des collectivités qui seront donc volontaires pour engager ces démarches de PSE sur leur territoire, donc pour apporter une rémunération auprès de leurs agriculteurs en fonction des priorités et des objectifs de leur territoire de façon adaptée et choisie dans un cadre minimal qui est fixé par l'Agence de l'eau pour nous permettre de suivre et d'évaluer ce dispositif. Nous avons souhaité évidemment capitaliser le plus possible sur la première expérimentation que l'on a conduite, donc à la fois pour veiller à toujours s'assurer de l'efficacité des actions qui pourront être engagées et mises en œuvre, pour également fluidifier, consolider aussi toute la gestion administrative de ce dispositif qui est aussi un engagement fort des collectivités qui s'engagent dans la mise en place de PSE sur leur territoire. Et nous avons introduit des nouveautés dans cette deuxième expérimentation, dont deux nouveautés importantes que je soulignerai. On a souhaité pouvoir élargir le champ des thématiques que les PSE peuvent embrasser
Au 11e programme, deux thématiques étaient ciblées hein, sur la rétention, la réduction des pollutions sur les aires d'alimentation de captage et développement des infrastructures agroécologiques. Comme vous le verrez, on va vous le présenter. On a souhaité pouvoir élargir ces thématiques à l'ensemble des enjeux que poursuit notre 12e programme pour toujours voilà, pouvoir tester, explorer des nouvelles modalités de faire. Et nous engageons également avec cette deuxième expérimentation un cofinancement plus fort des collectivités ou des partenaires autour de l'agence de l'eau, donc notamment sur le volet rémunération des agriculteurs, pour aussi assurer une pérennité de ce dispositif. C'est pour nous un enjeu fort que ces PSE, au-delà d'une expérimentation de 5 ans ou 10 ans, puissent aussi trouver leur modalité de financement dans la durée pour accompagner la mise en place de ces PSE sur des durées plus longues et effectivement à la fois au bénéfice des agriculteurs et bien sûr de tous les services rendus sur les milieux. Voilà en quelques mots, je vais redonner la parole à mes collaborateurs et voilà, nous avons le souci de vous donner en tout cas les explications les plus claires, complètes sur ce nouveau dispositif et pouvoir répondre via le chat à l'ensemble de vos interrogations. Merci Hélène. Euh, donc, pour la suite, donc, concernant les contextes, objectifs et cibles, donc une première diapo sur la définition du service environnemental. Donc, un service environnemental, c'est une action ou mode de gestion d'un acteur qui améliore l'environnement. Et les paiements pour services environnementaux, eh bien, ce sont tous enfin, l'instrument, c'est un instrument incitatif qui consiste à offrir une rémunération en contrepartie de l'adoption de pratiques favorables à la préservation de l'environnement. Concernant le contexte donc, du déploiement par l'Agence de l'eau des appels à manifestation d'intérêt sur les PSE, euh, sur la première expérimentation, le contexte était le plan biodiversité, qui est sorti en 2018, et notamment sa mesure 24, qui demandait à ce que les agences de l'eau lancent des paiements pour services environnementaux. Lui demander enfin, le plan biodiversité demandait justement à expérimenter ce nouvel outil dans un objectif de valoriser les pratiques de préservation des sols et de restauration de la biodiversité. Donc, au travers de la plantation de haies, restauration de mares, préservation de prairies ou couverture végétale et la baisse d'herbicides. Donc, ensuite, dans le cadre du plan eau, qui est sorti en 2023, dans les mesures 20 et 27 de ce plan eau, on demande aussi aux agences, le gouvernement demande aux agences, en fait, notamment au travers de la mesure 20, d'améliorer le stockage de l'eau dans les sols et les nappes en préservant les zones humides grâce à l'outil PSE. Et au travers de la mesure 27, il est demandé aux agences de renforcer, donc toujours grâce au PSE, la protection des aires d'alimentation de captage. Et donc, c'est à ce titre que l'Agence de l'eau lance cette deuxième expérimentation de PSE, donc en 2025. Voilà pour le contexte. Maintenant, s'agissant du fonctionnement de ce dispositif, euh, les PSE sont un dispositif qui doivent respecter le régime exempté donc numéro 115 044, hein, qui a été déposé par le ministère de l'écologie donc à l'Europe. Sans rentrer trop dans le détail, l'idée, c'est que vous ayez en tête que c'est un financement qui est cadré. Donc l'agence déploie des crédits d'État et dans ce cadre-là, elle doit se conformer en fait à la réglementation européenne en matière d'aide d'État et donc doit répondre à ce régime exempté. Qui cadre le déploiement, le dispositif des paiements pour services environnementaux.
Ce dispositif, il s'intègre aussi, enfin, il est cadré aussi par notre 12e programme au travers de la fiche donc, Agri 5, qui a fait l'objet d'une délibération par notre conseil d'administration. Mais dans cette fiche, il était seulement stipulé que l'Agence de l'eau déploierait les paiements pour services environnementaux au travers d'appels à projets. Donc voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On a déployé non pas un appel à projet, mais un appel à manifestation d'intérêt hein, qui se déploie en deux phases. Et donc, c'est notre CA, c'est le CA de l'Agence de l'eau, qui a décidé, qui a validé le règlement de cette AMI, de cet appel à manifestation d'intérêt, donc le 27 juin dernier. Voilà, et donc c'est vraiment le règlement qui intègre toutes les modalités des aides qui relèvent des paiements pour services environnementaux. Et il est attendu dans le cadre de cette AMI, donc qui s'organisera en deux phases. D'abord, une sélection des opérateurs territoriaux volontaires, dans le cadre de la première phase, euh, pour un montage, enfin le montage sur leur territoire et ensuite le déploiement de projets PSE. Et, euh, et donc, la démarche des opérateurs PSE doit s'inscrire dans une logique de projet. On attend d'eux la réalisation d'un diagnostic, de précision sur les objectifs à atteindre. Il faut qu'ils déploient une animation dédiée au dispositif PSE et qu'ils aient élaboré un plan d'action intégrant notamment une évaluation. Mais on verra tout ça plus précisément plus tard. Concernant les objectifs, pourquoi l'Agence de l'eau a souhaité s'investir? Hélène Michaud en a parlé dans les propos introductifs. L'idée donc, pour l'Agence de l'eau est de déployer le dispositif PSE pour initier la transition agroécologique à l'échelle des systèmes d'exploitation. L'idée est vraiment d'accompagner le changement de pratique agricole, euh, de voir voilà, se dynamiser sur les territoires ces changements de pratique. On ne souhaite pas intervenir sur du maintien à long terme de pratiques vertueuses. On est là pour impulser le changement, comme on peut le faire d'ailleurs sur les MAEC. On intervient sur une première vague de 5 ans de MAEC et puis sur une autre. Donc au total, sur un même territoire, on est sur une période de 10 ans maximum. Et sur les PSE, on a cette même logique. Voilà. Euh, et puis le dispositif PSE, comme le disait Hélène, va répondre à plusieurs objectifs du 12e programme. Et par rapport à la première expérimentation, on est sur une ouverture en fait des objectifs qu'on vise. Cette fois-ci, on affiche clairement l'objectif de déployer les PSE pour répondre à l'objectif de sobriété en eau, mais aussi de reconquête de la biodiversité. On doit retrouver cet objectif hein, dans la première expérimentation, on le retrouve dans la deuxième. De restauration de la qualité de l'eau. Même chose, on l'avait dans la première expérimentation, on le retrouve ici dans la deuxième expérimentation, donc PSE. Là, cette fois-ci, et c'est nouveau, on souhaite pouvoir déployer le dispositif PSE pour améliorer le fonctionnement des zones humides. Et c'est nouveau aussi, on souhaite déployer le dispositif PSE pour améliorer l'infiltration de l'eau dans les sols. C'est un objectif voilà, qui est un objectif nouveau de notre 12e programme et, euh, et on l'affiche comme étant un objectif aussi du dispositif PSE. Euh, concernant les projets PSE que l'on attend, euh, hop, voilà. On attend des projets PSE ambitieux. Donc des projets PSE ambitieux en termes de transition agroécologique. Donc, pour répondre donc, aux enjeux du 12e programme, hein, que sont l'atteinte du bon état écologique des milieux, l'adaptation des territoires au changement climatique et la reconquête de la biodiversité. Donc, à ce titre, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt, certains critères d'éligibilité et de critères de priorisation
euh, favoriseront les projets les plus ambitieux. En termes de critères d'éligibilité, par exemple, mais ce n'est pas le seul, hein, on demandera à ce que l'opérateur PSE euh, eh bien, s'engage à accompagner individuellement chaque exploitation agricole engagée dans le dispositif. Euh, donc, pourquoi je m'explique, c'est parce que les paiements pour services environnementaux permettent de valoriser en fait hein, les changements de pratiques vertueux qui répondent à nos objectifs. Mais souvent, ça ne suffit pas en fait au niveau enfin, de l'exploitation agricole pour franchir le pas de la transition. Il y a un besoin d'accompagnement, de conseils individualisés pour que l'exploitant agricole, même si initialement il avait pour objectif d'améliorer ses pratiques, voilà, le fait d'être accompagné est vraiment nécessaire pour concrétiser cette transition. Donc ça sera un critère d'éligibilité. Et comme critère de priorisation, on aura par exemple aussi, et ça sera en toute fin d'AMI, fin d'appel à manifestation d'intérêt à l'issue de la deuxième phase, un critère de priorisation portant sur le pourcentage d'efficacité et pourcentage d'efficience. Donc j'expliquerai ce que c'est concrètement, mais pourcentage d'efficacité, il faudra que sur la zone cible, il y ait un maximum en fait de surface qui soit engagée. Et pourcentage d'efficience, c'est à l'échelle d'une même exploitation. Enfin, les exploitations qui sont engagées devront présenter un maximum de leur surface au sein de la zone cible. Voilà. Euh, on soutiendra, enfin, l'Agence de l'eau soutiendra à la fois le lancement de nouveaux projets PSE dans le cadre de cette AMI, mais également la prolongation de projets PSE sur un territoire ayant déjà participé à la première expérimentation. Néanmoins, pour les projets de prolongation, on demandera une justification d'une ambition plus élevée par rapport à la première vague. Euh, et enfin, donc je l'ai un peu dit tout à l'heure, les aides de l'Agence de l'eau sont là pour initier la transition agroécologique. Euh, Donc, on peut l'assimiler finalement à une aide qui est ponctuelle en fait pour amorcer la transition. Les aides de l'agence n'ont pas vocation à s'inscrire dans la durée en fait sur un territoire. On attend en fait des opérateurs sur le territoire qui aient un travail en parallèle de fait sur la pérennité de la démarche PSE et des changements de pratiques initiés. Et notamment, justement, dans le cadre de cette demande en fait, qu'on fait aux opérateurs de travailler la pérennité de la démarche PSE, c'est aussi qu'ils s'engagent à soit cofinancer à hauteur de 20% donc le volet rémunération des PSE, ou alors de trouver des cofinanceurs publics ou privés qui permettraient de financer les 20% puisque l'agence de l'eau irait jusqu'à 80% d'aide sur la partie rémunération des paiements pour services environnementaux. Donc, en revanche, l'agriculteur, lui, qui s'engage, aura toujours 100% correspondant au paiement pour services environnementaux. Euh, Ensuite, concernant les cibles de cet appel à manifestation d'intérêt. Euh, donc, on parle d'opérateurs PSE. Donc, ces opérateurs PSE peuvent être des collectivités, les collectivités communes, départements et leurs groupements aussi, donc comme les EPCI. Ça peut être aussi les offices de la collectivité de la Corse. Ça peut être aussi des syndicats mixtes ou des établissements publics comme EPTB, EPAGE, PNR, syndicat de rivière. Euh, Ça peut être aussi des syndicats de production ou de distribution d'eau potable. Et ce qui est nouveau, ce que nous permet d'ailleurs le régime, hein, le nouveau régime exempté déposé par le ministère de l'Écologie, donc des sociétés coopératives d'intérêt collectif qui sont en faveur de la gestion de la ressource en eau, des milieux aquatiques et humides et de la biodiversité qui leur est liée.
Il faut que ces opérateurs soient forcément localisés sur le bassin Rhône-Méditerranée ou sur le bassin de Corse. Et dans ce cadre-là, l'AMI PSE donc, prévoit de mobiliser 50 millions d'euros. Donc voilà, une enveloppe de 50 millions d'euros pour l'accompagnement de l'ordre de 25 projets PSE. Euh, voilà pour cette première partie concernant des éléments plutôt macro. Si vous avez des questions, je ne sais pas, Patricia, si tu as relevé des questions auxquelles nous pourrions répondre. Eh bien, la première question vient d'arriver. Euh, la question, c'est pour des PSE qui ont déjà fait une première vague et qui voudraient, donc on parle de massification du nombre d'exploitations. Est-ce que pour les PSE2, alors que le PSE1, le résultat, c'est qu'il y avait peut-être trop d'agriculteurs, est-ce qu'ils seront obligés d'aller au-delà du nombre qu'ils avaient dans le PSE1? Non, ça c'est pour des PSE, par exemple, qui n'avaient pas forcément beaucoup d'exploitations engagées, mais l'ambition plus élevée peut se traduire par des trajectoires plus élevées au niveau des exploitations qui étaient déjà engagées sur la première vague. Ça peut être avoir le même nombre d'exploitants, mais faire en sorte qu'ils soient mieux ciblés, en tout cas qu'ils soient plus, en termes de pourcentage d'efficacité et pourcentage d'efficience, justement, qu'ils soient mieux localisés sur la cible. Voilà, c'est ce genre de choses. Mais massification, c'est peut-être plutôt pour des PSE qui n'avaient pas forcément, qui ne couvraient pas complètement la zone cible. On a encore une question sur le nombre. Est-ce qu'il y a un nombre minimum pour le projet, pour les projets? Non, on n'a pas de nombre minimum d'exploitants à engager. Sur le cofinancement, est-ce qu'on a des cofinanceurs à suggérer? Alors, oui, on a eu des échanges. Alors, ça ne va pas forcément concerner l'ensemble des bassins, Rhône-Méditerranée et Corse, mais on a eu des échanges avec la Compagnie nationale du Rhône, donc la CNR, qui a semblé intéressée, donc à voir si c'est confirmé, pour participer effectivement à la rémunération. Donc ça charge aux opérateurs de se rapprocher s'ils sont sur le tronçon en fait de la CNR, donc le long du Rhône, pour voir s'il n'y a pas voilà, un partenariat et puis une demande d'aide à concrétiser. On a été approché, donc ça c'est pareil, il faut concrétiser par WWF il y a quelques années. Donc c'est le genre de partenaires privés qui pourraient être intéressés par des PSE. On a aussi la Banque des territoires, pareil, à Creuset, qui a lancé un appel à projets sur des territoires innovants, j'ai plus le terme en tête, mais voilà, qui pourrait aussi permettre de cofinancer. Peut-être la Fondation du patrimoine aussi, si le projet PSE a un objectif biodiversité. Donc, Donc voilà. effectivement, le sujet du cofinancement pose un peu question, hein, puisque, il y a des collectivités qui ont des problèmes de financement. Donc, est-ce que c'est le bon moment pour demander un cofinancement? Euh, et que ça pénalise certains territoires qui n'ont pas d'entreprise privée. Bon, c'est vrai que ça pose question. Donc, on a des questions à ce sujet. Après, je vois que Stéphane, tu as répondu à une partie. Peut-être en réaction hein, à cette question, est-ce le bon moment? Je ne suis pas sûre que dans 5 ans, le moment sera meilleur. C'est évidemment une modalité qui a été un choix, un engagement fort de l'Agence de l'eau, hein, de demander cette part de cofinancement. Mais nous souhaitons vraiment éviter la situation où nous aurons accompagné une démarche de PSE pendant 5 ans, pendant 10 ans, et quand l'Agence de l'eau se désengagera, puisqu'on ne pourra pas maintenir des crédits au-delà de ces durées sur l'ensemble des territoires qu'on aura accompagnés,
Que se passera-t-il? Voilà, et ça serait pour nous vraiment dommage, et à la fois vraiment ça nous pose aussi question en termes de mobilisation de crédits publics, de mobiliser effectivement des crédits, de l'engagement sur un changement de pratique, la mise en place d'un nouveau dispositif sur un territoire, sans que celui-ci puisse s'inscrire dans la durée au-delà de 5 et 10 ans. Donc, il y a énormément de questions sur ce sujet-là, hein. Après, il y a d'autres questions plus sur est-ce qu'on a une préidentification des zones ou territoires prioritaires? On a aussi des questions sur qui peut porter un PSE. Donc, on a eu la demande des chambres d'agriculture, on a la demande des associations, où est-ce qu'elles peuvent être prestataires de services. Il y a pas mal de questions aussi sur ce sujet-là. Donc, peut-être préciser ce qu'on entend et puis ce qu'on entend derrière société coopérative d'intérêt collectif. Donc, repréciser les bénéficiaires potentiels de PSE. Euh, donc, bah, je peux répondre à cette question. C'est que, enfin, la liste des cibles est celle qui était prévue dans le cadre de la première expérimentation. Donc ça ne change pas. Après, concernant donc des associations ne peuvent pas être ne sont pas éligibles en fait pour porter sur un territoire un PSE. De même, des chambres d'agriculture ne sont pas éligibles non plus. En revanche, elles peuvent être prestataires d'une collectivité ou d'un syndicat mixte ou d'un établissement public hein, pour mener certaines missions du dispositif PSE. Concernant les SIC, voilà, c'est enfin, c'est comment dire, une entité qui est bien définie hein, au niveau juridique. Voilà. Après, il faut que son objectif soit un objectif qui corresponde à ce que recherche l'Agence de l'eau. Donc, c'est pour ça que j'avais précisé une SIC qui soit en faveur de la gestion de la ressource en eau, des milieux aquatiques et humides ou de la biodiversité qui leur est liée. Donc, voilà. Il y avait une autre question sur les zonages cibles. Oui, il y a quelqu'un qui souhaitait intervenir? Non. Euh, Concernant les zonages cibles, on a un outil à l'Agence de l'eau euh, qui permet d'identifier tous nos zonages cibles. C'est le LISMAP eau. Voilà, on pourra transmettre à qui le souhaite ce zonage. Euh, Après, il faut savoir que les PSE sont éligibles sur l'ensemble du territoire. Voilà. Après, c'est en fonction du diagnostic du territoire qui sera fait. Et j'aborde un peu un sujet, voilà, les sujets de la deuxième partie où voilà, nous serons présentés sur le territoire, quels sont les enjeux, notamment en termes de qualité de l'eau, savoir s'il y a des aires d'alimentation de captage, des zones humides. Voilà, donc c'est à ce niveau-là, normalement, l'opérateur PSE est censé connaître les enjeux de son territoire. En fait, on attend aussi de l'opérateur il ait une bonne connaissance des enjeux du territoire et qu'il soit voilà, acteur aussi pour restaurer la qualité de l'eau si on parle d'aire d'alimentation de captage ou de restauration de zones humides pour le sujet zones humides. On a encore des questions, enfin vraiment sur comment on va les sélectionner, comment ils arrivent Ouais, à voir qui sont avec un enjeu fort et qu'ils vont répondre. Donc, comment le projet est ambitieux. Donc, voilà, il y a pas mal de questions là-dessus, mais je pense que tu vas revenir un ouais, peu plus après sur ce sujet-là. Euh, on a aussi une question sur les captages de groupe C. Dans la stratégie d'action différenciée, est-ce que ces territoires-là sont éligibles oui, comme je le pour, disais tout à l'heure, tout le territoire des bassins Rhône-Méditerranée et de Corse sont éligibles.
Après, c'est au niveau des critères de priorisation, des enjeux qui seront présentés, voilà, que certains projets seront mieux notés que d'autres. Voilà, ils pourront passer devant d'autres si on doit effectuer une priorisation. Il y a aussi une question en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience. L'opérateur qui sera retenu pour l'AMI va devoir travailler sur son PSE et en même temps, il devra commencer l'animation en partie. Donc, c'est de savoir si cette animation sera financée comme la Ouais, rédaction. Donc, ça, c'est des choses c'est des ouais, éléments qui vont arriver après aussi. ouais, ça va arriver en troisième partie en fait, hein, sur tout ce qui relève du calendrier, du dépôt, des modalités de dépôt et des conditions. Ouais. Mais oui, bien sûr, on va accompagner. Oui, oui, on va accompagner financièrement les opérateurs qui ont été présélectionnés. Mm. Est-ce qu'il y a Et d'autres donc, questions qui seraient en lien avec la première partie et qui ne défloreraient pas la deuxième ou troisième partie? non, il y avait effectivement pas mal de questions sur l'interrogation par rapport au cofinancement et aux difficultés que ça pourrait engendrer sur certaines structures et peut-être que ça pénaliserait aussi des petites collectivités. Mm, mm. Après, comme le disait Hélène, enfin, de toute façon, ça questionne aussi la pérennité du changement de pratique et du dispositif sur un territoire. Euh, et c'est un enjeu très fort de l'agence de l'eau, de savoir que derrière nous, il y aura quand même un bon passage de relais. C'est-à-dire que la collectivité aura la capacité soit de trouver, si elle n'a pas l'autofinancement nécessaire, mais de trouver des cofinanceurs qui pourraient aller au-delà, ou aussi réfléchir elle-même à son propre autofinancement aussi. C'est vraiment une question voilà, sur laquelle on a beaucoup débattu, mais en termes de bonne gestion des crédits publics, ça nous paraît essentiel au même titre voilà, comme je le disais, l'agence de l'eau est là pour initier. On n'a pas la capacité financière, en fait, pour intervenir partout, sur tout le bassin, là où il y a des problèmes pour le maintien de pratiques vertueuses. On est là pour initier la transition. Euh, et après, l'idée, c'est aussi d'accompagner les structures au travers peut-être de projets de filière pour garantir la pérennité de ces changements de pratiques. On est un peu au bout des questions sur cette première partie. Qu'est-ce qu'un projet ambitieux, Hélène? Je ne sais pas si tu as déjà répondu à cette question-là. On a eu. Oui. Ouais. Et oui, bah, en fait, il y avait la diaporama là, sur les projets ambitieux. J'ai donné quelques exemples de critères de priorisation et de critères d'éligibilité, mais j'ai notamment précisé qu'il fallait qu'il y ait un accompagnement au conseil, un pourcentage d'efficacité et d'efficience aussi qui soit maximisé. J'y reviendrai. Des trajectoires d'exploitants agricoles qui ne soient pas planes. Euh, c'est aussi euh, C'est aussi comment dire, adapter le seuil minimum des grilles de notation des indicateurs à la moyenne des pratiques du territoire et avoir un bon diagnostic agricole. On demandera, mais ça, c'est vraiment des éléments sur lesquels je vais revenir après. Euh, donc, c'est tout ça, en fait, l'ambition du projet. Est-ce que Je pense que je pense oui, qu'on je pense peut que tu peux continuer? continuer parce que les questions reviennent sur efficacité, efficience, des choses comme ça que Ouais, enfin, à mon avis, tu vas ouais, déployer sur la suite. ok. Merci pour la remontée des questions, Patricia. Alors, pour des éléments plus techniques, donc là, on va rentrer justement sur des points plus précis. Donc, concernant les engagements de l'opérateur PSE, donc qui aura été présélectionné à l'issue d'une première phase. Donc, on attend de cet opérateur qu'il soit le mandataire de l'agence de l'eau. Donc, ça, c'est assez important à avoir en tête. Il y aura une convention de mandat à signer avec l'agence de l'eau pour la gestion administrative et financière des dossiers PSE. En tout cas, pour la partie financée par l'agence de l'eau. Donc,
je l'ai déjà dit, mais il faudra prévoir un accompagnement individuel au changement de pratique auprès de toutes les exploitations engagées, en plus d'un accompagnement collectif, euh, voilà, qui pourra relever d'une prestation et éventuellement être fait en régie, mais sur une mission quand même très voilà, technique en termes agronomiques. Il sera préférable de prévoir une prestation. Il faudra aussi prévoir de mobiliser des moyens humains suffisants. Ça, c'est un engagement, ça sera un critère même d'éligibilité. Il faudra s'engager à mobiliser à minima 6 jours par exploitation par an durant le déploiement du projet PSE. Ces 6 jours intégrant l'accompagnement individuel, comprenant aussi tout ce qui est calcul de la rémunération, tout ce qui relève aussi de la gestion administrative et financière. Voilà. Donc ça, ce point-là, il est issu aussi d'un premier retour, en fait, hein, de la première expérimentation. C'est que c'est un dispositif qui est très chronophage et il faut prévoir dès le départ des moyens humains suffisants. Il faudra aussi que l'opérateur s'engage à utiliser des outils numériques nationaux. Donc, je pense notamment à la plateforme Internet PSE Environnement pour tout ce qui relève de la présentation assez macro du projet, mais aussi du système de rémunération, mais aussi d'utiliser cette plateforme Internet pour le calcul des trajectoires, qu'elles soient prévisionnelles ou réelles. Il y aura aussi une obligation d'utiliser l'outil en ligne Démarche simplifiée pour l'instruction des dossiers individuels des agriculteurs, hein. Et puis, il faudra s'engager à prévoir un suivi des objectifs visés par le projet PSE. Il faudra donc définir des indicateurs de territoire permettant de suivre ces objectifs et s'engager aussi à une évaluation du projet PSE à l'issue des 5 ans d'engagement des agriculteurs. Concernant le projet PSE, donc un projet PSE devra concourir à un, voire deux des objectifs suivants. Donc, c'est ceux que j'ai cités précédemment dans la première partie. L'idée étant que ces objectifs correspondent aux enjeux du territoire. On a souhaité recentrer en fait les objectifs qui seront poursuivis par les projets PSE de façon à pas diluer en fait l'action. Donc, sur chaque territoire, il faudra que l'opérateur volontaire cible vraiment l'enjeu prédominant de son territoire sur lequel il souhaite agir au travers du dispositif PSE. Ça aussi, c'est un retour de la première expérimentation, de vraiment cibler les objectifs de façon à pouvoir être plus efficace dans l'action. Euh, Ensuite, concernant le calcul de la rémunération. Donc là, on rentre plus dans le détail de calcul, même si je ne vais pas vraiment dans les détails. Donc, un PSE, c'est une aide surfacique annuelle sur une période de 5 ans. Donc, chaque année, l'agriculteur qui s'engage est payé pour les services environnementaux qu'il produit. Et ça, dans le cadre d'un contrat de 5 ans. Concrètement, ce paiement annuel, donc surfacique, correspond à la multiplication entre une note qui correspond au service environnemental de l'exploitation, multipliée par des valeurs guides. Donc la note, elle est établie à partir d'un indicateur d'exploitation qui permet d'évaluer les services environnementaux de l'exploitation. Et donc, en fonction de la valeur intrinsèque de cet indicateur, on donnera une note, donc chaque année, pour cet indicateur, allant de 0 à 10. Et cette note, donc, elle sera multipliée par une valeur guide. Et les indicateurs peuvent soit se trouver dans ce qu'on appelle la brique gestion des structures paysagères, ou soit dans la brique gestion des systèmes de production agricole. Et en fonction du service environnemental, s'il s'agit juste d'un maintien ou alors d'une création, c'est-à-dire si on va au-delà, et nous, c'est ce qu'on recherchera au maximum,
qui est des trajectoires qui prévoient de la création ou de la transition au niveau agronomique. Voilà, cette création-transition est bien mieux rémunérée que le volet maintien. Et tout cela, bien sûr, sera multiplié par, comme c'est une aide par hectare, par la SAU engagée par l'exploitant agricole. Ensuite, s'agissant toujours du calcul de la rémunération, donc quand je parlais des notes, donc chaque indicateur devra avoir sa grille de notation. Donc, cette grille de notation devra être déterminée par l'opérateur PSE. Et la borne minimale, donc le seuil à partir duquel on déclenche la rémunération, donc on déclenche une note, la borne minimale de chaque indicateur doit être définie à partir de la pratique moyenne ou médiane du territoire. Et ça doit être déterminé grâce à un diagnostic agricole local. Euh, on a cette fois-ci, ce qui n'était pas le cas sur la première expérimentation, souhaité mettre un plafond de 100 000 euros par exploitation sur 5 ans, sans transparence GAEC. Ça reste une enveloppe qui est très importante en fait, hein, puisque voilà, sur sur la première expérimentation, on a eu un peu plus d'une dizaine d'exploitations qui ont dépassé cette enveloppe, mais pas plus. Donc voilà, ça reste. On a souhaité mettre un plafond pour éviter des débordements, mais ça reste un dispositif qui est incitatif. L'opérateur aura la possibilité d'intégrer un bonus collectif, comme le prévoit le régime exempté, grâce à la modulation des valeurs guides et en fonction de la dynamique collective du territoire. Et là, je me répète, mais ça, c'est un point important aussi, l'opérateur devra obligatoirement utiliser l'outil PSE Environnement pour le calcul des rémunérations, qu'elles soient prévisionnelles et réelles. Donc, comme ça, tous les opérateurs, tous les projets PSE auront la même calculette permettant de calculer la rémunération des agriculteurs. Alors maintenant, concernant les indicateurs d'exploitation, donc qui font l'objet d'une grille de notation et qui permettent donc d'évaluer le service environnemental, pardon. On a souhaité rester, comme dans le cadre de la première expérimentation, sur une liste limitée et cadrée, parce que ça nous permet d'être plus efficaces dans l'action et ça permet de rendre plus simple le dispositif, plus fluide. Il faut savoir que dans le cadre donc des prochains engagements là, des exploitants agricoles, euh, on va avoir une nouvelle PAC. Donc, toutes les références vont certainement bouger et on sera amené, comme dans le cadre de la première expérimentation, certainement à devoir modifier des indicateurs. Donc, moins on en a, plus simple c'est et mieux on se porte. Et, et du coup, c'est beaucoup moins aussi chronophage pour les porteurs de projets, enfin pour les opérateurs PSE. Euh, donc, on aura maximum 2 indicateurs par projet PSE, ce qui, comment dire, c'est la conséquence on aura aussi un indicateur imposé par objectif. Donc, tout ça est la conséquence finalement de ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire pour un même projet PSE, on aura un, voire deux euh, objectifs cibles et donc, comme on a choisi donc d'adosser un indicateur par objectif, on aura par projet PSE un, voire deux indicateurs maximum. Euh, donc aussi, là, on a intégré la possibilité de façon exceptionnelle de rajouter un indicateur complémentaire donc sur la base d'un argumentaire étayé en lien avec une particularité du territoire. Voilà. Donc, il y aura quand même cette possibilité pour l'opérateur de proposer un indicateur complémentaire.
Donc, si on détaille par objectif les indicateurs, donc sur le volet sobriété en eau, on retrouve l'indicateur sur le volume d'eau utilisé en mètres cubes par hectare, qui a été mobilisé d'ailleurs par deux projets PSE sur la première expérimentation. Sur la partie qualité de l'eau, on a un indicateur sur l'usage d'herbicides. Donc, c'est le rapport IFT herbicide sur l'IFT herbicide de référence. Sur la biodiversité, ce sera un indicateur de restauration d'espèces inféodées au milieu aquatique et humide. Et là, on laissera en fait l'opérateur définir cet indicateur en fonction de l'espèce, en fonction de son cycle de vie, etc. Euh, Sur l'objectif zone humide, on aura l'indicateur sur les prairies permanentes qui seront non traitées à l'amendement limité, qui avait été aussi utilisé par quelques porteurs de projets PSE sur la première, et qui l'est encore, hein, puisque les projets ne sont pas encore terminés, donc sur la première expérimentation. Et on a, pour répondre à l'objectif eau dans le sol, l'indicateur de pourcentage de couverture végétale des sols. Donc, une diapo, et ce sera la dernière de cette deuxième partie, sur les exploitations agricoles. Donc, il faudra qu'elles engagent l'intégralité de leur SAU, et ce sur 5 ans, hein, puisqu'on est sur des contrats de 5 ans. Pourquoi on a souhaité que ce soit l'intégralité de la SAU qui soit engagée? Déjà parce que c'est la base du régime, même si le régime exempté prévoit d'intervenir éventuellement sur certaines parcelles. Mais en termes de pérennité, il nous semble important en fait que les changements de pratique aient lieu à l'échelle du système agricole euh, pour que ces pratiques puissent être, en tout cas, que ce soit un gage de pérennité, même si ça n'assure pas à 100% la pérennité du changement de pratique, mais ça permet quand même de renforcer le changement de pratique si les modifications se font à l'échelle du système d'exploitation. La première année d'engagement pour les exploitations donc, qui s'engageront dans le dispositif seront pour toutes les exploitations celles de la campagne culturale automne 2027, automne 2028. Donc, les engagements se termineront donc 5 ans plus tard. Donc, automne 2032, pardon, automne 2033. Euh, Ensuite, je reviens là sur la sélection des exploitations qui devra être faite par les opérateurs territoriaux. Donc, il faudra que ceux-ci maximisent, dans le cadre de leur sélection, les exploitations en fonction du taux d'efficacité et du taux d'efficience. Donc, le taux d'efficacité, vous voyez, c'est ici. Alors, je ne sais pas si, voilà, je vais montrer là. Vous voyez, c'est par rapport à la zone cible, comme les zones humides. On a aussi les aires d'alimentation de captage. Euh, il faudra que les exploitations agricoles soient engagées, permettent de couvrir un maximum cette zone cible. Et le pourcentage d'efficience, c'est lorsqu'une exploitation est engagée, il y a la majeure partie de sa SAU soit dans la zone cible. On ne voudra pas forcément que toutes les exploitations, par exemple, aient que 1 hectare. Par exemple, si les exploitations font 200 hectares et qu'il n'y ait que 1 hectare qui soit dans la zone cible et que ce soit le cas pour toutes les exploitations, du coup, le taux d'efficience sera faible et on se posera quand même la question de savoir si voilà, le projet PSE est ambitieux pour le coup, là, et permet de répondre à nos objectifs. Voilà, donc j'en ai terminé pour ces éléments un peu plus précis concernant le dispositif PSE. Alors, sur les premières questions qu'on avait, reviennent la question de pourquoi un ou deux enjeux seulement. Ça interpelle en disant que peut-être que ça sera moins attractif pour les agriculteurs. Alors ça, c'est un retour de la première expérimentation.
Et ça l'est même, c'est un retour même au niveau national. C'est que plus on a d'indicateurs, plus l'action est diluée et moins on arrive à l'objectif qu'on s'est ciblé, enfin qu'on s'est fixé. Et puis, il y a une question aussi de simplification. euh, Parce que gérer plusieurs indicateurs, ça peut être très chronophage aussi. Et si en plus, au final, ça rend moins efficace le dispositif, enfin voilà, enfin, tout concorder pour limiter fortement le nombre d'indicateurs. Et je rappelle qu'on a laissé une ouverture, même si on souhaite qu'elle soit mobilisée le moins possible pour des indicateurs complémentaires. Il y avait une question justement aussi à ce titre-là en disant pourquoi seulement l'indicateur sur les herbicides et pas sur les nitrates, qui est aussi un problème. Euh, Parce que à l'échelle, alors ça peut l'être effectivement au niveau de certains territoires, mais à l'échelle du bassin, c'est vraiment l'impact herbicide qui est le plus important à l'échelle du bassin. Donc c'est vraiment une priorité pour nous. L'objectif azote peut l'être, enfin voilà, sur certains territoires et ça peut faire l'objet effectivement d'un indicateur complémentaire. Mais rappelons que alors, c'est censé être la réglementation quand même nitrate qui doit résoudre le problème, même si on voit ça suffit pas, effectivement. Mais c'est un affichage aussi, nous, qu'on a souhaité voilà, de mobiliser, en tout cas sur le volet qualité, cet indicateur herbicide, sur le volet herbicide, qui est vraiment l'élément le plus déclassant, en fait, s'agissant des pollutions agricoles sur le bassin. on est bien d'accord que l'indicateur supplémentaire, il est supplémentaire et il faut qu'il soit étayé et qu'il ne vienne pas du tout remplacer, enfin, il n'y a pas de possibilité qu'il vienne remplacer un indicateur Non, obligatoire. ouais, non. Mais, bien Est-ce sûr. qu'il y a des questions par rapport à l'efficience pardon, et l'efficacité, ou notamment quand on a des zones à enjeu qui peuvent être petites, et où du coup ça peut un peu enfin, fausser un petit peu les règles, ou en tous les cas les rendre moins pertinentes pour la comparaison avec d'autres. Euh, et donc, est-ce qu'il y aura aussi une surface minimum dans les zones à enjeu pour que l'agriculteur soit intégré? Non, on n'a pas souhaité justement mettre de pourcentage, fin seuil, on va dire, parce que on aurait pu dire, par exemple, en termes d'efficacité, on veut que minimum 25% de la zone cible soit couverte. On n'a pas souhaité le faire, on a parlé de maximisation. Parce qu'on sait très bien que suivant l'enjeu du territoire, que ce soit des aires d'alimentation de captage ou des zones humides ou de la trame turquoise, on peut avoir des territoires très vastes et parfois très petits où justement le taux d'efficacité est plus facile à atteindre que quand on a des territoires plus vastes. Donc non, on parle de maximisation et on n'a pas de seuil minimum, que ce soit en pourcentage ou en surface. Comment dire, les critères de priorisation basés sur ce pourcentage d'efficacité, ce pourcentage d'efficience, seront adaptés en fonction du territoire. On a des questions par exemple, sur un même territoire. Est-ce qu'on peut avoir des PSE différents avec des porteurs différents et du coup avec des objectifs qui peuvent être différents? Non, c'est vraiment à l'échelle du territoire. On a un projet PSE sur un territoire. On n'en aura pas plusieurs. Et l'idée que c'est sur un même territoire d'identifier l'enjeu prédominant ou deux objectifs prédominants. Et dans la Euh, même, oui, pardon, dans la pardon. même veine, Hélène, il y a une question un peu similaire. Est-ce qu'un opérateur PSE peut déployer un PSE sur plusieurs AAC? Ou est-ce qu'il faut que ce soit un territoire continu? Non, 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 effectivement, il peut le faire sur plusieurs. S'il est, comment dire, en compétence sur un territoire vaste et dans lequel il y a plusieurs AAC, oui, il peut déposer un projet PSE sur la partie aire d'alimentation de captage, donc qualité de l'eau.
et agir sur plusieurs aires d'alimentation de captage. Donc engager des agriculteurs sur ces différentes aires. Oui, oui, bien sûr. Euh, Est-ce que sur un même PSE, du coup, des questions reviennent sur est-ce qu'on peut avoir plusieurs grilles en fonction des types d'exploitation qu'on peut avoir, par exemple une grille grande culture, une grille viticulture. Est-ce qu'on peut avoir du coup un PSE avec euh, différents indicateurs en fonction de ces différentes exploitations ou pas? Alors, non, on aura ces indicateurs, les indicateurs qui sont proposés sont, alors hormis pourcentage de prairies permanentes, mais comme on est sur les zones humides, on est essentiellement sur des territoires quand même de prairies, polyculture, élevage. Mais non, ces indicateurs sont censés répondre aux différents systèmes de production. Donc, pour un même projet PSE, les exploitants agricoles auront les mêmes indicateurs pour un même territoire. En revanche, les grilles peuvent être adaptées en fonction de l'itinéraire technique. Par exemple, en vigne, on n'aura pas forcément le même itinéraire technique qu'en prairie, voilà, mais forcément, ou en grande culture plutôt. Donc effectivement, les grilles, notamment sur IFT, pourront être adaptées suivant les productions, quoi. Ça sera possible. On a une question par rapport à la restauration de ripisylve. Au bord d'un cours d'eau traversant des parcelles agricoles, peut-elle faire partie d'un PSE au titre de la biodiversité? Oui, ça pourra faire l'objet d'un indicateur, effectivement. Ouais. Alors attention, concernant, donc on sera sur un indicateur qu'on connaît bien, qui a été déployé dans le cadre de la première expérimentation. Donc je pense au pourcentage d'IAE, d'infrastructures agroécologiques dans la SAU. Quand on parle de restauration de ripisylves, c'est ça, c'est création voilà, de ripisylves, donc de haies au bord des cours d'eau. Il faudra que l'opérateur ait bien en tête que cet indicateur sera conditionné au fait que l'exploitant agricole soit engagé dans le label E. Et il faudra que, s'il propose cet indicateur, sur le territoire, il y ait bien une structure qui accompagne les exploitants agricoles dans le label E, que l'exploitant agricole voilà, puisse atteindre le niveau 1 au minimum du label E. Enfin voilà, toutes ces conditions seront regardées de près. Voilà, parce que ça a été très chronophage là, sur le premier PSE, donc le choix a été fait de ne pas imposer justement cet indicateur qui est vraiment très complexe, mais ça reste possible si toutes les conditions sont réunies, notamment vis-à-vis de ce label E. On a une question également sur le dimensionnement des projets et à quel moment le nombre d'exploitants engagés dans la démarche doit être déterminé de manière définitive. Bah, je vais en parler dans le cadre de la troisième partie, mais peut-être répondre très brièvement. On demandera un nombre approximatif, donc prévisionnel, dans le cadre de la première phase, enfin, lors du dépôt de la note d'intention. Et il faudra que ce soit concrétisé. Forcément, on va demander la liste des agriculteurs à l'issue de la deuxième phase, donc dans le cadre de la deuxième sélection. Mais ça, je présente ça en troisième partie au niveau du calendrier et des modalités de dépôt. Euh, Peut-être il y a que... aussi, Oui, dis-moi, Patricia. il y a aussi des questions, notamment enfin, sur le porteur, la question, et puis du territoire, qui reviennent un peu aussi. Quand on peut avoir deux intercos, mais qui interviennent, une AAC qui est sur deux intercos, comment on peut faire, qui peut être le porteur. Donc il y a quand même des questions sur qui peut porter pour être sur un territoire cohérent, enfin le territoire cible. Bah, effectivement, il faudra qu'une interco éventuellement
prennent le dessus, quoi. Enfin, on va pas avoir en tout cas deux opérateurs pour un même PSE. Il faudra qu'il n'y ait qu'un seul opérateur PSE. On a plusieurs questions sur la complémentarité des aides entre les MAEC, les BCAE et le bio. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est intéressant pour un territoire de s'engager dans un PSE s'il y a déjà des exploitations engagées en bio, et comment est-ce qu'on peut, et les règles du cumul des aides? Alors effectivement, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les PSE ne sont pas cumulables avec la CAB, donc ça c'est l'aide à la conversion à l'agriculture biologique, ni avec les MAEC, hormis les MAEC API et puis PRM sur les races menacées. Euh, voilà, après, rien n'empêche un exploitant agricole qui est en bio et qui est en bio depuis un certain temps et donc qui ne reçoit pas l'aide à la conversion, d'intégrer un PSE, par exemple, s'il s'agit d'un PSE sur la biodiversité et qu'il doit progresser sur l'indicateur qui aura été choisi par l'opérateur sur ce volet biodiversité. Même chose sur un territoire, par exemple, qui serait à enjeu sobriété en eau. Un agriculteur bio peut aussi progresser sur l'usage de l'eau d'irrigation. Donc, voilà, il y a pas d'incompatibilité entre un agriculteur. D'ailleurs, sur la première expérimentation, euh, l'étude du ministère de l'écologie révèle que sur certains de nos territoires de projet PSE, il y avait un certain nombre d'agriculteurs bio en fait, hein, qui étaient engagés. Voilà. Après, donc il faut savoir que sur les BCAE, les indicateurs des PSE vont forcément au-delà en fait des BCAE. Donc, on ne peut pas rémunérer un service environnemental qui ferait doublon avec quelque chose qu'on demande déjà au titre de la PAC, au titre des BCAE. Donc, il faut forcément que ce soit au-delà. C'est pour ça que d'ailleurs, sur les pourcentages de prairies permanentes, vous voyez, c'est sans produits phyto et à l'azote limité également. C'est des critères de gestion supplémentaires, en fait, pour aller au-delà de la BCAE1. Si toutefois les territoires sont sur la BCAE1, mais bon, comme ça, on s'affranchit de tout problème de doublon avec la BCAE. Et puis, il y avait une autre question, oui, sur l'éco-régime. Ça, c'est un point aussi qu'il faut avoir en tête. C'est que forcément, les PSE ne peuvent pas rémunérer la même chose que les éco-régimes, hein, qui sont sur le premier, c'est des aides du premier pilier de la PAC. Et notamment, l'indicateur IFT, là, en revanche, ne pourra pas être mobilisé si les agriculteurs engagés eh bien, reçoivent l'aide de l'éco-régime voie certification, HVE ou bio. Ça, c'est incompatible. On a des questions aussi pour des gens qui sont engagés en PSE1, avoir un peu plus de précision, ce qu'on attend pour un PSE2, notamment est-ce qu'un agriculteur engagé en PSE1 peut s'engager en PSE2, sous quelles conditions? Est-ce que on peut rouvrir sur les mêmes choses que PSE1, où il faut aller plus large que le PSE1? Est-ce qu'on peut aller sur moins d'exploitation que sur le PSE1? Et puis une question sur les outils. PSE1, on avait donc une certaine lourdeur administrative et des outils de suivi qui n'étaient pas très performants. Est-ce qu'il y aura donc des outils communs pour le suivi des indicateurs et est-ce qu'il y aura un lien, par exemple, avec des outils comme Mes Parcelles? Donc, donc la première question, c'était, ah oui, les PSE première vague. Mhm. Euh, donc, on attendra. Donc, oui, des agriculteurs engagés sur PSE1 pourront se réengager sur PSE2, si toutefois l'opérateur, bien sûr, est retenu. Euh, et par contre, il faudra quelles conditions? Donc, par contre, il faudra que leur trajectoire soit plus ambitieuse. On ne va pas les rémunérer
comment dire, un service environnemental qui n'évoluerait pas en fait. Voilà. On attend d'eux qu'ils partent de ce qu'ils ont fait en fin de PSE1 pour que bah, ils continuent en fait leur trajectoire pour des services encore plus ambitieux. Le nombre d'agriculteurs pourra être plus faible. Oui, pour autant, il pourra peut-être. Enfin, l'idée, c'est justement de maximiser le pourcentage d'efficacité et d'efficience. Donc, s'il y a des agriculteurs qui sont retirés, enfin des agriculteurs qui seraient engagés sur PSE1 qui se retire et qu'à la place, il y ait en plus, mais sans forcément aller remplacer complètement le nombre des agriculteurs qui sont partis, mais ces nouveaux agriculteurs qui arrivent permettent d'avoir un pourcentage d'efficacité qui est plus important. Oui, là, on parle justement d'ambition, quoi. On va plus loin encore, en tout cas dans l'objectif, si c'est sur la qualité de l'eau. Si on a une meilleure couverture de l'aire d'alimentation de captage, peut-être avec moins d'agriculteurs, mais des agriculteurs euh, qui sont placés, localisés à des endroits plus pertinents de l'aire d'alimentation de captage, oui, on pourra le retenir. C'est pas parce qu'il aura un nombre d'agriculteurs moins important qu'on ne le retiendra pas. Voilà. Et puis, autre question, c'était quoi? J'ai perdu le Les fil. outils. Alors, les outils, j'ai insisté, il faudra maintenant que tous les calculs soient faits obligatoirement au travers de PSE Environnement. Donc ça simplifiera les choses puisque tout sera centralisé au niveau de cet outil et tous les calculs seront identiques. Après, de lien avec mes parcelles, je ne pense pas que le ministère... Alors, il faudrait que je pose la question au ministère qui est à la main, en fait, sur l'outil PSE Environnement. Je ne pense pas, j'en ai pas entendu parler, mais je pourrais poser la question de savoir s'il y aura un lien entre PSE Environnement et mes parcelles. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions aussi sur l'objectif biodiversité, sur l'indicateur restauration d'espèces? Est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus Oui, il va y avoir une note qui va être produite donc à l'issue de la première phase de présélection. Voilà, comme pour tous les indicateurs d'ailleurs. Donc, ça va être donné aux opérateurs présélectionnés à partir de début février. L'idée, c'est que les notes soient diffusées à partir de début d'année 2026. il y a des questions aussi sur le calcul pour arriver à la rémunération et du coup les 260 euros par hectare présentés. euh, Si c'est bien calculé pour un ou deux indicateurs. Donc Alors, sur le calcul et si c'est le montant maximum. En fait, c'est le montant qui sert au calcul. Je pense que si tu pouvais revenir un peu sur le ouais, calcul de la rémunération. alors, je pense que c'est les valeurs guides, non, c'est ça? Oui, où il y Euh, avait les valeurs guides et du coup qui permettent le calcul de la rémunération. ouais, c'est là. Oui, alors ça, c'est des valeurs qui ont été déterminées au niveau national par le ministère de l'écologie, qui correspond en fait au surcoût et manque à gagner pour une exploitation qui serait en bio en fait. Voilà. Avec un certain nombre d'hypothèses, voilà, prises. Et donc ça, c'est pas un montant qui sera amené à évoluer. C'était la question? La question, elle est... La question, c'était de savoir si c'était un montant maximum. Oui, c'est un montant maximum, ouais. Oui, oui, ça, c'est les maximums. Les valeurs guides, là, c'est des valeurs maximum. Et d'ailleurs, si les opérateurs souhaitent mobiliser des bonus collectifs, ce que propose le régime, c'est justement à partir, enfin, de diminuer ces valeurs guides et que à partir par exemple, si 70% des exploitations engagées ont atteint la note de 6, à partir de ce moment-là, tout le monde bascule sur le maximum des valeurs guides. Voilà, ça, c'est ce qu'ils appellent, et c'est comme ça qu'ils le décrivent dans le régime. Ils appellent le bonus collectif. Donc oui, ça, c'est un maximum. L'opérateur PSE peut faire le choix de réduire ses valeurs guides. Tout à fait. Mais est-ce que c'est une valeur maximum par indicateur ou est-ce qu'on fait une moyenne en fait, la Ah, c'est moyenne une des moyenne. indicateurs? C'est une moyenne. C'est la moyenne. Ouais, c'est la moyenne, Je en pense que fait. c'était ça. Ouais, c'est la moyenne des notes. Ouais. En fait, c'est la moyenne des notes par brique, forcément, puisque les valeurs guides sont par brique.
et pour ce qui relève de la création et ce qui relève de l'entretien. Donc, il y a toujours une différence qui est faite sur l'année N-1 pour savoir ce qui relève de la création par rapport à l'année donc N-1. Mm. On a encore des questions sur les outils, et notamment l'outil PSE Environnement qui sert à calculer la rémunération, mais est-ce qu'il pourra aussi calculer l'indicateur si on rentre les données de base? Non. Non, non, il faudra que chaque opérateur travaille sur le calcul de la valeur intrinsèque de l'indicateur. Alors nous, dans les notes qu'on va fournir, on pourra proposer des outils voilà, qui ont déjà été mobilisés sur PSE1 par exemple, ou qui ont été faits voilà, au niveau national. On pourra donner des exemples, mais c'est bien à l'opérateur de produire sa propre, on va dire, calculette voilà, de valeur intrinsèque des indicateurs. Ça fait partie en fait d'un des éléments du montage du projet, l'élaboration de cette calculette de valeur intrinsèque des indicateurs. En revanche, une fois que la valeur intrinsèque est obtenue, voilà, tout ça est à mettre dans le PSE environnement qui produit la note, enfin voilà, qui calcule la note et après le PSE environnement calcule la rémunération finale. On a une question, peut-être réexpliquer le montant qui est de rémunération. Tu as parlé que c'était du coup pour compenser le surcoût du changement de pratique. Et là, en fait, pour la personne, c'est considère que c'est un peu comme la MAE, alors que le PSE est censé être un peu différent. Ouais, Donc, c'est les réexpliquer valeurs la guides. philosophie. Ouais, en fait, c'est les valeurs guides qui sont calculées de cette façon. C'est le maximum, c'est-à-dire que si tous les indicateurs sont à 10, la valeur guide a été calculée par le ministère de l'écologie, donc la valeur guide maximale, sur la base pardon, du principe des surcoûts et des manques à gagner. Alors, en fait, enfin, ils ont pas pu faire autrement parce que en fait, tout est cadré au niveau européen. Ce régime exempté bah, dépend du règlement d'exemption qui précise que pour telle mesure, parce que le régime exempté dépend d'une mesure du règlement d'exemption, et que les calculs de ces aides doivent être basés sur ce principe des surcoûts et manques à gagner. Mais néanmoins, les PSE, l'idée, c'est de financer le service environnemental réalisé par l'agriculteur. Et c'est ce qui change par rapport au MAEC. Les MAEC, les exploitants agricoles, s'engagent à suivre un cahier des charges. Donc, chaque année, ils doivent justifier avoir atteint tel niveau. Et s'ils ne l'atteignent pas, ils peuvent avoir des sanctions. Pour les PSE, la philosophie est différente. C'est-à-dire qu'on a besoin que l'exploitant agricole réfléchisse sur une trajectoire prévisionnelle, c'est-à-dire pour tel indicateur, il prévoit en année 1 de faire ça, en année 2 de faire ça, pour que nous, agence de l'eau, on puisse, pour chaque exploitant, définir une enveloppe de PSE prévisionnelle et pour qu'on puisse décider sur cette base. Mais au final, l'exploitant agricole, il va être rémunéré uniquement sur le service qu'il aura effectué. Il n'y aura pas de sanction si toutefois il ne réalise pas ce qu'il a prévu initialement. Voilà. Et ça, c'est vraiment un changement de paradigme par rapport au MAEC. Et c'est important que ça diffuse sur les territoires parce que sur certains projets PSE de la première expérimentation, on a vu certains agriculteurs se freiner justement sur les trajectoires prévisionnelles. Et du coup, ils sont allés au-delà de ce qu'ils avaient fait. Mais nous, l'enveloppe, elle avait été décidée, on ne pouvait pas aller au-delà. Et c'est dommage parce que voilà, ils se sont freinés sur leur trajectoire prévisionnelle, pensant qu'ils pourraient être sanctionnés, alors que ce n'est pas le cas. Euh, des personnes qui avaient pu voir les PSE1 qui se posent des questions, du coup, quels sont les indicateurs qu'on met dans gestion des structures paysagères, quels sont ceux qu'on met dans système de production agricole? Ouais. Et puis un peu plus préciser, du coup, si l'objectif biodiversité, il est sélectionné, est-ce que du coup, ça veut dire qu'il y aura forcément une intégration du label E et donc l'obligation de rentrer dans la démarche? Hmm.
Alors, vous trouverez dans le règlement, vous verrez le règlement, il est vraiment assez précis. Bon, la plupart des questions hein, que vous avez posées sont dedans. Et notamment sur ce tableau était rajouté, enfin, est rajouté dans le règlement le fait que c'est cet indicateur-là, celui-ci et celui-ci sont dans la brique système de production agricole. Voilà. Celui de la biodiversité, suivant l'indicateur, il peut soit relever la brique de système de paysagère, enfin, la brique paysagère, ou soit relever de la brique système de production agricole. Ça dépendra de l'indicateur qui aura été choisi. Si l'enjeu est de restaurer les corridors pour que les espèces puissent se déplacer, parce que c'est vraiment l'enjeu de biodiversité, alors effectivement, on pourra voilà, retrouver ces fameuses haies, mais on pourra retrouver uniquement les mares, par exemple. Ça pourrait être un indicateur qui soit ciblé que sur les mares. Et là, dans ces cas-là, le label haie, on ne le retrouvera pas. C'est uniquement si on a un indicateur qui permet de rémunérer le service environnemental de création de haies, en fait, création et d'entretien de haies. Mais par exemple, ça peut être aussi par rapport à la restauration d'une espèce, le fait de prévoir un indicateur sur la fauche tardive, par exemple. Donc ça, ce type d'indicateur, il basculera en revanche sur la brique système de production agricole. Donc, tout nouvel indicateur, donc que ce soit l'indicateur biodiversité ou tout autre indicateur qui serait proposé en complément, il faudra qu'on ait une discussion en fait en trio entre l'opérateur, nous et le ministère de l'écologie pour que ce soit validé, pour savoir dans quel, en tout cas pour l'indicateur biodiversité, dans quelle brique on le positionne. L'idée étant de mobiliser des indicateurs qui soient déjà dans la liste validée par le ministère de l'écologie. Et ça, on fournira la liste pareil en janvier, février 2026. On a encore en tous les cas des remarques sur le fait de l'ambition et de peut-être les modifications dues à la PAC en cours de route. Est-ce que cela semble pas un peu trop ambitieux et du coup pas être très motivant et difficile pour des territoires à partir? Donc on a des questions là-dessus. Par contre, il reste encore une partie et il est 15h20. C'est juste pour te Ouais, donner un peu ouais, le... merci. Juste pour répondre à ça, l'ambition, elle est en lien avec les... Finalement, ce qui est assez important dans l'ambition, c'est à partir de quand on rémunère en fait les agriculteurs qui sont engagés. Et l'idée, c'est de se caler avec la pratique moyenne du territoire, la moyenne des pratiques du territoire pour l'indicateur qui aura été choisi. Donc moi, ça me semble ambitieux, mais même limite, enfin normal, quoi, de partir d'une rémunération qui soit la moyenne des pratiques du territoire. Et ça, c'est un gros enjeu, c'est dans le cadre de la deuxième phase, de prévoir un réel, c'est-à-dire que l'opérateur devra réaliser lui-même le diagnostic agricole pour justement partir vraiment d'un seuil qui reflète la réalité du territoire, d'un seuil moyen qui reflète la réalité du territoire. Donc oui, c'est ambitieux quand on veut, en tout cas nous, agence, on s'est positionné comme souhaitant initier la transition agroécologique, enfin, partir de la moyenne, enfin, ça paraît ambitieux, mais même à la limite, c'est presque, voilà, comment dire, normal et pas inaccessible. Je vous propose d'avancer. Donc, concernant le calendrier, donc, pour ce qui relève de la première phase donc de présélection des opérateurs territoriaux, donc au 30 novembre, donc on attend en fait les notes d'intention. Donc le 30 novembre, c'est l'échéance du dépôt d'une note d'intention, sachant que cette note d'intention doit suivre un modèle type. Donc, vous trouverez sur le site internet à la page de l'appel à manifestation d'intérêt. Euh,
Ensuite, on aura donc le jury de présélection fin janvier 2026. Donc, ce sera un jury interne, sachant que on demandera, si possible, l'avis d'opportunité des DRAF, voire des DTM ou et des DREAL. Et ce jury de présélection se fera sur la base, enfin, utilisera différents critères, donc 4 critères d'éligibilité et 9 critères de priorisation, donc que vous retrouverez dans le règlement. Les critères d'éligibilité, j'en ai déjà parlé, c'est la nature et la localisation de l'opérateur, la participation à hauteur de 20% de la rémunération des PSE, un engagement à l'accompagnement individuel des exploitations et un engagement à mobiliser des moyens humains, donc à minima 6 jours par an par exploitation. Les 9 critères de priorisation, on retrouve donc la cohérence entre les objectifs du projet et les enjeux du territoire. La description aussi de l'organisation interne de l'opérateur. On préférera un opérateur qui aura dédié voilà, deux personnes sur le sujet des PSE, voire plus, notamment au niveau de l'animation. Ça, c'est issu de la première expérimentation. C'est un dispositif qui est très complexe et quand il repose que sur une personne et que cette personne, parce qu'il y a un turnover qui peut être important, cette personne part, on peut se retrouver voilà, pendant un laps de temps sans personne, sans qu'il y ait eu de transition. Et ça pose quand même de gros soucis pour les personnes qui sont derrière pour reprendre le dispositif. Euh, et puis, donc, on a aussi ce critère de priorisation concernant les partenariats qui peuvent être élaborés avec, donc, soit sous forme de prestations ou autres, avec Chambre d'agriculture ou autres organismes de développement agricole, ou même des opérateurs économiques. Ça peut être très intéressant. Enfin, un critère de priorisation sur la dynamique agricole hein, aussi du territoire, sur l'ambition du projet, sur la base donc d'estimation, donc le nombre d'agriculteurs et la SAU correspondante. Donc tout ça ouais, de façon prévisionnelle, bien sûr, parce qu'on est sur la note d'intention. Sur les moyens mis en œuvre pour assurer une ambition plus forte aussi par rapport à la première vague, s'il s'agit d'une deuxième vague de PSE. On sera aussi attentif en termes de critères de priorisation concernant les projets qui pourraient être menés en parallèle pour pérenniser les changements de pratique. Notamment sur le territoire, on a déjà des projets de filière, bas niveau d'intrants ou des réflexions sur le foncier ou toute autre réflexion permettant de pérenniser le changement de pratique. On aura un autre critère de priorisation sur tout ce qui relève de la méthode utilisée, du planning. Voilà, notamment sur la deuxième phase, vous aurez 15 mois. Enfin, les opérateurs volontaires auront 15 mois, mais il y a pas mal de choses à faire, donc il faut que ce soit séquencé et voilà. On aura un critère de priorisation sur ce sujet-là. Bon, un autre critère sur la présentation du document, clarté, etc. Et puis aussi un autre critère sur la répartition équilibrée des projets PSE sur le bassin. L'idée étant, nous, d'avoir des PSE quand même sur l'ensemble du bassin. Euh, voilà. Ensuite, donc fin janvier, ce jury de présélection. Dans la foulée, on enverra un courrier donc d'avis du jury aux opérateurs, qu'ils soient présélectionnés ou pas, hein. Et pour ceux qui auront été présélectionnés, on intégrera voilà, une autorisation à commencer les actions d'émergence sans attendre forcément que le dossier de demande d'aide ait été validé en instance parce que, comme je disais, 15 mois c'est long, mais plutôt les opérateurs commencent, mieux c'est. Donc il y aura dans ce courrier une autorisation à commencer les travaux. Et donc assez rapidement, tous les 15 jours, il faudra que l'opérateur présélectionné dépose une demande d'aide pour le volet émergence, qui sera accompagné donc à hauteur de 70%. Voilà. Ensuite, la deuxième phase, on est sur le déploiement du projet PSE. L'échéance est au 30 avril 2027. C'est l'échéance du dépôt du dossier de projet PSE complet. Donc là, comme je disais, les opérateurs qui auront été présélectionnés auront 15 mois.
Comme c'est long, on a souhaité voilà, que les équipes donc en délégation de l'agence puissent faire des points avec les opérateurs à 6 et 10 mois. Et donc, ce déploiement, cette deuxième phase, en fait, Alors, c'est pas déploiement, je me suis trompée, là, je viens de m'en apercevoir, c'est du montage du projet PSE. Excusez-moi, je corrigerai. Du montage du projet PSE. Donc, dans ce projet PSE, il faudra y retrouver donc un projet de territoire, c'est-à-dire un état des lieux, quels sont les objectifs poursuivis, quel est le plan d'action, en y intégrant bien sûr tout ce qui relève du suivi et de l'évaluation. Euh, on devra y retrouver un diagnostic agricole du territoire. Donc, ce diagnostic des pratiques devra préciser quelles sont les pratiques moyennes des indicateurs d'exploitation qui sont ciblés. Et ça devra être fait sur un échantillon correspondant à peu près à 30% des agriculteurs de la zone cible ou des zones cibles. Donc ça, ce diagnostic est vraiment indispensable à l'élaboration des grilles de notation des indicateurs puisque le seuil minimum doit être calé avec la pratique moyenne voilà, au niveau du territoire. Il faudra élaborer le cadre de rémunération des exploitations agricoles, donc les fameuses grilles de notation, mais aussi l'outil permettant de calculer la valeur intrinsèque des indicateurs. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, au niveau des grilles de notation, il y aura la possibilité, voilà, s'il y a plusieurs indicateurs, s'il y a deux indicateurs, de pondérer les indicateurs entre eux. Il y aura la possibilité de proposer des bonus collectifs. Après, on souhaite, dans ce projet, avoir des éléments sur l'ambition, donc notamment la liste des agriculteurs, leur localisation cartographique. Donc ça, on demandera à ce qu'il y ait un envoi de fichiers carto permettant de localiser les exploitants engagés. Vous, ce qui vous permettra aussi de calculer ce fameux pourcentage d'efficacité et d'efficience qui, pour nous, voilà, s'ils sont maximisés, permettent de justifier de l'ambition du projet. L'ambition du projet, c'est aussi les trajectoires des exploitations. On attendra des trajectoires qui révèlent de la création, de la transition, et non pas des trajectoires qui soient planes. Et puis, l'ambition aussi passe par, je le disais tout à l'heure, sur l'accompagnement individuel, donc il y a des éléments sur des détails, sur la façon, la méthodo du déploiement de l'accompagnement individuel et collectif aussi des exploitations agricoles dans la transition. Des précisions aussi sur les démarches parallèles qui pourraient être prévues en parallèle du projet PSE. Et puis des éléments sur les moyens financiers, les moyens humains. Donc précision sur le personnel employé, quelles seront leurs tâches, le nombre de postes. Je le disais tout à l'heure, on préférera notamment sur le poste de pilotage et de calcul des rémunérations, qui est deux personnes voilà, en binôme pour, euh, pour éviter en cas de départ voilà, des phases de transition qui soient compliquées pour la personne qui reprend. Concernant le volet financier, on attendra budget prévisionnel et plan de financement, bien sûr, que ce soit pour le volet animation et le volet rémunération. Ensuite, donc une fois le projet PSE déposé, donc au 30 avril, le jury interne de sélection définitive se réunira fin mai. Concernant les critères d'éligibilité, on sera sur la confirmation des 4 critères de la première phase et sur les critères de priorisation, on confirmera aussi les 9 critères de la première phase. On rajoutera les pourcentages d'efficacité et d'efficience que vous ne pourriez pas calculer dans le cadre de la première phase. Donc en revanche, voilà, ce sera des critères de priorisation supplémentaires dans le cadre de ce jury de sélection définitive. Et on regardera aussi les trajectoires ambitieuses les trajectoires des exploitations agricoles pour vérifier qu'elles sont ambitieuses. Et puis toujours un critère de priorisation sur la présentation du document. Donc à mi-juin, il faudra que les porteurs, les opérateurs sélectionnés déposent 2 demandes d'aide.
Donc, une demande d'aide correspondant au pilotage, hein, donc c'est l'animation en fait, donc il sera aidé à hauteur de 70% maximum, sachant que cette aide au pilotage, contrairement à la première expérimentation, devra aussi être, enfin, devra être déposée tous les ans. Voilà. Et il y aura la demande d'aide rémunération PSE, qui, elle, est à déposer en une fois pour l'ensemble des 5 ans. Donc ça, c'est similaire à la première expérimentation. Et donc là, on sera sur un taux de 80%. Euh, voilà, j'en ai terminé sur ce calendrier et sur les modalités de dépôt des dossiers. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette Donc dernière oui, partie. en fait, sur ta dernière diapo, les dates de dépôt des demandes d'aide finales, c'est bien mi-juin Ah 2027. oui, ouais, ouais, je me suis trompée. Ouais, c'est mi-juin 2027, pardon. Des questions par rapport à l'engagement des agriculteurs. Donc, à quelle date il faudra que les agriculteurs aient signé des documents d'engagement et ils devront être produits? Est-ce que c'est pour avril 2027? Alors, il faudra que... donc ça sera reprécisé dans une note. Donc, on fait confirmer ça par le secrétariat général. Mais il faudra que les agriculteurs aient signé formellement avant la signature de la convention financière qui nous lie. Voilà. Enfin, il faudra que, en fait, au moment où on instruit, pardon, excusez-moi, au moment où on instruit, enfin, mes collègues en délégation instruisent les dossiers, et avant que ça passe en CDA, qu'on ait ces engagements. Donc, c'est pas, excusez-moi, c'est pas au moment de la signature de la convention financière. C'est au moment donc, c'est à peu près enfin, durant l'été, quoi. Mais on vous redonnera à disposition, en tout cas, parce que c'est en 2027, on vous redonnera une note avec un calendrier plus précis sur ces échéances. Des diagnostics qui pourraient être faits pour d'autres choses, comme par exemple des captages, pourront être utilisés pour faire le diagnostic Oui, bien sûr. agricole de territoire. Oui, bien sûr. Oui, oui. L'essentiel est d'avoir des éléments, alors qu'ils ne soient pas trop anciens quand même. Mais si c'est des données qui datent d'un ou 2 ans, voire trois, oui, c'est bon. Un territoire qui aurait pu être présélectionné après l'appel à manifestation d'intérêt, la note d'intention, et qui, au cours de la phase 2, décide de sortir, est-ce que c'est possible? Alors, un projet qui aurait décidé... Oui, bah oui, oui, tout à fait, c'est possible. Oui, oui. Oui, tout à fait, ouais. C'est possible, mais c'est pas souhaitable, hein. Je Bah, c'est pas préfère quand même le souhaitable. rappeler, Ouais, hein. C'est ouais, sûr que l'ensemble des candidats qui seront retenus à la première phase de sélection, on souhaite pouvoir les accompagner jusqu'au bout, hein, de la réalisation de leur projet et de la concrétisation, hein, de ce projet à l'issue de la phase 2. Voilà, donc ça serait dommage quelque part si le territoire se désengage, il aura pris la place d'un autre territoire qu'on n'aura pas retenu à la première phase. Le cofinancement revient encore. Est-ce qu'il y aura un accompagnement prévu à la recherche de cofinancement? Euh, bah, en fait, on a déjà donné des pistes. Après, on peut effectivement apporter notre soutien, enfin, et échanger. Mais c'est plutôt, c'est une mission qui relève plutôt en fait de l'opérateur PSE. Mais oui, voilà, on pourra donner des pistes. Des questions aussi sur le nombre de TP, mais il me semble que dans les annexes du règlement, c'est bien précisé en ce qu'on pouvait, enfin ce qu'on attend en ETP pour travailler sur les projets. Bah, on est en nombre de jours en fait par exploitation par an, donc ça peut être retranscrit en ETP, hein.
Des questions, effectivement, là, concernant un petit peu notre mécanique après financière. Tu as expliqué qu'effectivement, il y aurait une seule demande à faire pour la rémunération PSE, mais il y aura bien un versement de l'aide annuelle. Là, c'était une question pour Oui, tout savoir à comment fait. serait versée l'aide. Oui, par rapport à la rémunération, on va fonctionner toujours avec un acompte de 30%. Et après, en fonction de l'atteinte en fait de consommation, on versera d'autres acomptes. Tout ça est précisé dans le règlement. Il y a une annexe dédiée à cela. Je n'ai pas voulu forcément rentrer dans le détail, mais vous retrouverez ces éléments dans l'annexe correspondant. Euh, et donc, en tout cas, les agriculteurs seront rémunérés annuellement. Après, on a une question sur le timing du dépôt des demandes de pilotage annuelles, Mhm. donc de l'échéance. On De sera sur des l'échéance à années civiles. mi-juin? Ah oui, oui, oui. On sera sur des années civiles. Alors, j'ai un calendrier qui est un petit peu... Attendez, il faudrait que je sorte. Qui permet d'avoir une vision un peu plus complète. Il faut que j'arrête le diaporama. Euh, donc, vous allez peut-être pas forcément voir. Alors, effectivement, l'idée est d'avoir pour le volet pilotage des demandes d'aide qui soient annuelles, donc qui aillent du 1er janvier au 31 décembre. Et donc, il faudra que la demande d'aide intervienne voilà, un peu avant. Et pour la première année de pilotage, on est sur 18 mois puisque sinon, si on était vraiment resté en année calendaire, il nous manquerait en fait ces 6 mois par rapport à la fin de l'émergence. Donc, plutôt que de faire une demande d'aide de 6 mois, l'idée est de rattacher la première année de pilotage, enfin, sur la première année de pilotage, d'avoir 18 mois. Voilà. Et on compte aussi une 6e année pour la partie bilan du projet. Voilà. Est-ce que tu peux repréciser aussi l'état zéro, le diagnostic zéro qui va servir, la campagne qui sera retenue pour ce diagnostic zéro et donc quand la première campagne du PSE pour les agriculteurs? Alors, la première campagne du PSE qui leur sera rémunérée, c'est la campagne 2027-2028. Et l'état zéro, ce sera la campagne 2025-2026. Pour que vous puissiez faire des trajectoires prévisionnelles, etc., ce n'était pas possible d'avoir cette campagne juste avant, hein, 2026-2027. Donc, on est sur un état initial des exploitations sur la campagne automne 2025, automne 2026. Vous retrouverez ce calendrier dans une des annexes aussi hein, du règlement. Il y a une question pour savoir si c'est possible de faire une moyenne sur plusieurs campagnes pour l'état zéro. Non, c'est pas prévu. On est sur la campagne 2025-2026. Les questions ont l'air de se ralentir. Il y a quand même, il y avait une question auquel on n'avait pas répondu tout à l'heure sur la liste des indicateurs. Tu as dit qu'il y aurait une note qui serait transmise, mais plutôt en fin de première phase Mhm. d'AMI. Il y a quand même des interrogations de se dire, au vu de cette note, peut-être avec un peu plus d'éléments, est-ce que certains territoires ne pourraient pas remettre en cause leur engagement? Donc, est-ce que ça serait possible de l'avoir plus tôt ou pas? Et est-ce qu'elle est amenée à évoluer, cette liste? Alors, cette liste, enfin, c'est pas une liste, c'est des notes en fait qui permettent de préciser comment calculer l'indicateur de façon à ce que ces indicateurs, enfin, s'ils sont
prix sélectionnés par des porteurs de projets au niveau du bassin soient calculés quand même de façon homogène sur le bassin. Euh, voilà, après, il n'y a rien de transcendant, quoi, hein, mais on a prévu effectivement la produire dans 6 mois. Après, quand elle sera prête, on pourra éventuellement la proposer. Euh, mais, euh, mais je pense pas que ce soit cette partie-là qui soit la plus, on va dire, la plus complexe, quoi. Enfin, même si, voilà, ça représente du travail. Mais par rapport à PSE1 où on avait 6 indicateurs, là, maximum, il y en aura 2. Enfin, et puis, euh, et puis, on peut échanger aussi par téléphone. Enfin, voilà, on a des idées. Il n'y a rien d'exceptionnel aussi dans le calcul de ces indicateurs. C'est des indicateurs qui ont été, pour la plupart, même tous, qui ont été mobilisés sur PSE1. Donc, on a déjà une expérience. Donc, de façon informelle, on peut en discuter pour ceux qui le souhaitent. Et notamment, est-ce que dans cette note, il y aura une liste des indicateurs qui peuvent être ajoutés? Ça sera produit donc début janvier. Ouais, parce qu'on ne veut pas forcément. Enfin, c'est vraiment de façon exceptionnelle, donc on ne veut pas, pour le coup, mettre le paquet là-dessus, parce que c'est vraiment pas un objectif d'avoir des indicateurs complémentaires sur tous les projets qu'on va recevoir. Toujours une question par rapport à ce cofinancement et notamment si le territoire est sur plusieurs EPCI. Donc, il y aura bien un porteur et du coup, le territoire peut aller au-delà de son territoire à lui. Comment ça se passe pour le financement? Est-ce que ces EPCI peuvent financer des choses hors de leur territoire? Bah, à voir entre les EPCI. Je ne sais pas répondre. Est-ce que c'est à l'agence de l'eau de répondre à ça? Oui, c'est-à-dire que nous, on n'impose pas de cadre par rapport à ça, hein. Quelque part, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait bien un partenariat qui soit mis en place entre le porteur du PSE, l'agence de l'eau et éventuellement un ou d'autres cofinanceurs. Donc c'est évidemment à discuter, à négocier entre l'intérêt de chaque cofinanceur à mobiliser ou pas son engagement financier dans le dispositif. Il n'y a plus l'air d'avoir de questions. Je pense qu'on a à peu près couvert Je, les je questions. repère, je repère une question. Est-ce qu'il y aura d'autres AMI pour répondre? Donc c'est bien un seul AMI qu'on a prévu pour ce 12e programme. Donc avec effectivement une enveloppe de 50 millions d'euros qui a été votée par notre conseil d'administration. Donc si ce qu'on le souhaite, les candidatures sont nombreuses et que ce premier appel à projet est fructueux, il n'y aura pas d'autres appels à projet, bien sûr. Voilà. S'il y a éventuellement des questions qui seraient passées à la trappe, on pourra éventuellement y répondre et le mettre sur la page web du site internet, à l'endroit où on aura le lien vers l'enregistrement. Bon, bah Je si... peux peut-être Oui. apporter un petit mot de Ouais. conclusion, du coup. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout des questions. Donc d'abord un grand merci à tous pour votre écoute, pour la multitude des questions aussi qui ont été posées dans le chat, hein. On a abordé beaucoup, je pense, d'aspects du dispositif. Un grand merci aussi à Hélène pour la clarté de ses explications et sur toutes les questions posées.
On voit d'ailleurs à travers toutes vos interrogations que c'est un dispositif qui est quand même assez complexe à s'approprier. C'est plus facile pour ceux qui ont participé à la première expérimentation, mais quand on découvre effectivement ce dispositif-là, on a besoin d'un petit peu de temps pour se l'approprier. Donc je vous, bien sûr, rappelle qu'on est à votre disposition. Les délégations de l'Agence de l'eau sont là pour vous accompagner aussi dans votre réflexion en vue d'un dépôt éventuel d'une candidature d'ici le 30 novembre. Maxime Berthaud l'a remis aussi dans le chat. On a une petite adresse mail à laquelle vous pouvez aussi vous poser vos questions. Donc voilà. Merci Hélène. Donc là, effectivement, sur la diapositive, vous voyez tous les contacts. Donc n'hésitez pas à nous mobiliser pour vous aider. Vous aurez effectivement, comme l'évoquait Hélène, un grand nombre encore de questions qui vont venir par la suite de ce webinaire. Donc on reste à votre écoute. On espère vous avoir déjà apporté un maximum d'éclairage à ce stade. Et ce webinaire donc a été enregistré, donc vous sera mis à disposition, voilà, si vous souhaitez pouvoir le réécouter. Merci à tous et je vous souhaite bien sûr un très bon été. Merci, à bientôt. Au revoir.